bonne pratique des Dockerfiles. Même, on est tous les deux de chez Docker. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec Ulrich, qui était tout seul, et Jérémy Drouet. Donc on est tous les deux software engineers chez Docker à Paris. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc qu'est-ce que c'est un Dockerfile? Très près. On m'entend parler. Ok. Donc qu'est-ce que c'est un Dockerfile? Alors, un Dockerfile, c'est un peu comme une recette de cuisine où vous écrivez une liste de séquences à effectuer pour pour préparer votre application. C'est vraiment prêt. Pour préparer votre application. Continue. Ok, très bien. Et chaque ligne, quand vous allez prendre votre fichier, vous allez l'envoyer à l'engine Docker, lui va le builder, ça va générer une image. Et une image, c'est quoi? Une image, c'est une séquence de layers qui sont. Donc, chaque layer, c'est soit une commande run, donc qui en fait exécute une chose dans votre recette, soit une commande add, qui est prendre un fichier quelque part et l'ajouter dans votre image, soit une commande copy, qui est prendre un fichier qui est sur votre FS local et l'ajouter dans votre image. Donc, tous vos layers doivent être organisés par fréquence de changement. Alors, pourquoi? Voilà. Et là, ça marche mieux? Ouais, ça marche mieux. Alors, parce que, en fait, dans l'engine Docker, il y a un système de cache qui fait que ce que vous réalisez ici, si vous ne changez rien de ce qui s'est passé au-dessus, vous allez garder tout ça en mémoire. Je m'explique. Si jamais vous modifiez un fichier qui est ajouté à ce niveau-là, mais que vous n'avez rien modifié avant, tout ça, ça va être gardé en mémoire. On le verra un peu plus tard. Et donc, une fois que vous avez cette image, quand vous la lancez, vous démarrez ça sur un engine Docker et vous allez vous retrouver avec un container qui tourne. Voilà, donc pour illustrer notre amélioration d'un Dockerfile, on a pris une bonne vieille application qu'on a fait à la main. Donc c'est un bon vieux monolithe en Java. C'est même pas un monolithe. Enfin si, c'est un monolithe, on va dire ça. Démarré sur un Spring Boot qui va chercher des informations dans MongoDB. Devant, on a mis un Nginx pour faire un reverse proxy entre une API et un front. Et l'Nginx, il va servir à un petit front-end qui est une bonne vieille application React. Et comme on aime bien la bière, ça, et ben on a une carte qui représente toutes les breweries, les brasseries de Belgique. Et donc tout ça, tous les donc la map c'est du OpenStreetMap, mais devant tout est fait en React et les points sont stockés dans la base de données en MongoDB. Donc pour vous montrer comment c'est fait, donc on a voilà, on va aller voir notre Dockerfile. Donc on a un gros Dockerfile bien bourrin dans lequel on a plusieurs étapes. On installe tout un tas de dépendances. Donc on installe l'OpenJDK pour pouvoir builder notre application serveur. On installe Node et NPM pour pouvoir builder notre front. On installe MongoDB à la main et on installe Nginx et on ajoute notre configuration Nginx, on crée un répertoire dans lequel Mongo va stocker ses données, on build notre serveur, on build notre client, on crée le script, on copie le script pour pouvoir démarrer tout notre bordel, et à la fin on a une commande qui démarre tout. Donc comment ça démarre tout ça? On a un script SH qui démarre Mongo en mode fork, notre application Java en mode background et le Nginx en mode bloquant. Donc le bon truc qu'il ne faut pas faire. Et donc on va essayer de se dépatouiller de tout ça et on va essayer d'arriver à avoir une belle application bien organisée et bien découpée. Donc on va à moi. Alors,
déjà, bon, ce que vous avez vu, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser une image Docker pour 50 000 services. C'est pas la bonne idée. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va diviser notre super Dockerfile en sous-Dockerfile. On va se recréer un petit répertoire Mongo. On va choper le méchant Dockerfile. On va le mettre dans Mongo. Voilà. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est enlever finalement tout ce qui ne nous intéresse pas. J'ai du mal avec le... On va enlever ça, on va le garder. Donc, tout ce qui est partie Nginx, proxy, ça data, on garde. La partie serveur, la partie client. Donc là, je suis en train d'élaguer, hein. Je nettoie un petit peu ce qui ne m'intéresse pas parce que là, je vais me concentrer vraiment sur MongoDB, quoi. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce que fait le shell. Hop là. Je me le garde en mémo ici. Voilà. Donc là, quand on démarre Mongo, finalement, par le shell, on fait un Mongo moins fort, moins syslog. On va faire pareil ici. Donc ça, on peut enlever. L'export sur le port 80, pas utile, hein. Et là, donc on va laisser cette commande-là, mais on va appeler directement le démon MongoD avec les options qui va bien ici. Okay. Il se moque de moi parce qu'il a inversé l'ordre exprès pour m'embêter. Ok, donc ça c'est pas mal, mais c'est pas top parce qu'en fait il y a quelques optimes à faire. Comme Jérémy vous allez expliquer tout à l'heure, l'ordre les déclarations que vous voyez par exemple ici, la ligne 4, ligne 5, tout ça, ce sont des layers de cache. Et je pense que vous connaissez la fonction apt update, apt install. Apt update, ça met à jour les packages, les dependencies, et install, ça les installe. Là, lorsqu'on exécute notre image Docker, on va donc cacher cette partie-là. Donc c'est cool, mais c'est pas cool si par exemple vous souhaitez rajouter une dépendance qui n'existe pas lorsque vous avez exécuté la première fois votre image Docker, bah, vous risquez de planter parce qu'il ne va pas trouver. Aussi, au niveau sécurité, c'est pas top parce que s'il y a des mises à jour d'un c'est bon. S'il y a des mises à jour d'un des composants, ça ne sera pas pris en compte. Donc ce qu'on va faire, voilà. Ouais, excusez-moi. Donc on va en faire un seul et même cache ici. un seul et même layer, du coup. C'est le layer ici. Donc l'idée c'est que lorsque cette commande sera exécutée, et bien le cache le cache va être invalidé et donc vous allez recommencer l'installation de toute cette commande. Merci Jérémy. Une autre chose à faire. Si ça marche, ouais, c'est cool. Si dire à un PT de ne pas installer tous les packages recommand, ça on n'en a pas besoin. Par exemple, les packages recommand, c'est quoi? Lorsqu'on installe un JDK, on installe des fontes, des trucs qui n'ont rien à voir. Donc là, toujours dans un souci d'optimisation, d'amélioration de notre image Docker, on ne va pas mettre ces recommands-là. Okay, ce qu'on peut aussi faire, c'est que on va... Je bouge. On n'est pas habitué, c'est un coup à ce qu'on puisse pas parler demain. Ah, c'est bon. Il marche mieux celui-là. Et donc là, on va lancer une petite commande aussi, toujours un petit peu pour nettoyer notre... Alors j'utilise pas mal de snippets parce que c'est pour aller plus vite et c'est moins error prone. Voilà. Là, dans un seul et même layer, finalement, on a la mise à jour des packages, l'installation des outils et le nettoyage de ces dépendances. Du cache. Alors ça, c'est pas mal. On a une image qui est pas super top, mais qui est pas trop pourrie non plus. Mais peut-être, il y a peut-être mieux à faire. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est d'aller voir un petit peu ce que propose le Docker Hub. Donc pour ça, premier réflexe, vous tapez
général, lorsqu'on fait Docker Mongo, on tombe nécessairement sur le Docker Hub. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est que le Docker Hub, c'est ni plus ni moins qu'un repository d'images. Donc le bon réflexe à avoir, c'est d'aller voir déjà là-dessus s'il n'y a pas des gens qui ont fait des choses. Et là, coup de bol, on a l'organisation Mongo qui fournit des images Docker officielles. Donc on va voir ce qu'elle fait. Donc là, on peut naviguer dans le hub, il y a plusieurs liens. Il y a par exemple le lien tag qui est intéressant parce que ça nous permet de voir comment sont gaulées un peu les images. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va utiliser une version Xenial 4.0. On va regarder un petit peu, et là, on a une vue explosée. Ah, c'est bon, le filtre est bon ici. On a une vue explosée un petit peu de toutes nos déclarations du Dockerfile fournies par MongoDB. Okay, donc les parties du haut, ce sont, quand on clique ici, là, ce sont les parties des layers d'Alpine. Et si on regarde un petit peu attentivement, on voit tout ce que peut faire. Donc c'est aussi un bon point de départ lorsqu'on veut démarrer, voir un petit peu ce que font les autres, comment on fait normalement une belle image de cœur. Mais pour vous montrer que finalement on a peut-être un peu trop, on est allé peut-être un peu trop vite, on va regarder un petit peu ce que fait cette image-là sur GitHub. Là on voit que finalement on fait des apt get update, on crée des users, on voit des trucs qu'on avait fait tout à l'heure, du nettoyage, la création du folder MongoDB, etc. Je me dis bon, ok, bah, finalement, pourquoi pas utiliser cette image-là et pas éviter de réinventer la roue. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc là, ce que je vous propose, en fait, c'est de virer tout ça, finalement, et d'utiliser simplement la déclaration suivante. Et là, finalement, vous avez la même chose à pas cher. Ok, donc c'est-à-dire la gestion propre des packages et des utilisateurs de l'image, etc., etc. Donc là, on va enchaîner sur la partie serveur. Vous avez vu, hein, c'est pas bien compliqué pour l'instant. Là, ça va être un peu plus sport. Ça crache. Je suis désolé si ça crachote un peu. Ben, on va faire un petit peu la même chose là. On va. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va enlever les choses qui ne nous intéressent pas, qui venaient du vraiment pas beau Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, Node, ça sera pour Jérémy. J'enlève tout ça, tout ce qui est Mongo, la conf Nginx, on s'en fout. La conf de la conf Mongo, on s'en fout. La conf client, pareil. Là, c'est pareil, en fait, on va pas s'inspirer, on va pas prendre ce qu'il y a dans le shell, on va carrément exécuter nous-mêmes notre commande. Il faut que je trouve ma petite commande. Parce que j'ai mis ma commande ici. J'en ai fait tellement que du coup, je suis un peu perdu. Ok. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ce que je peux vous le montrer, mais c'est ce qu'on faisait dans le shell tout à l'heure. Finalement, autant le laisser faire par Docker, c'est pas plus mal. Donc là, tout à l'heure, en fait, vu qu'on était dans une seule image et qu'à la finale, il fallait exposer le site web en port 80, là, on va dire, maintenant, on va faire un peu plus clean, puisque de toute façon, je fais ce que je veux dans mon image. Donc là, je vais exposer le port 8080 qui sera l'entrée de mon application Spring Kotlin. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire encore, c'est améliorer un petit peu les choses. Et finalement, je pense on peut regarder un petit peu ce que propose le hub aussi à ce sujet-là. Toujours pareil. Hein. Docker OpenJDK. Je suis allé un peu vite, mais en fait, hop, ici, vous avez vu qu'on utilise l'OpenJDK avec. J'aurais pu vous montrer qu'on fait la même chose et qu'on essaie de mutualiser les images, enfin d'optimiser les images comme on faisait en évitant d'installer les recommands et tout ça, mais là on s'en fout. En fait, ce que je vous conseille de faire, toujours pareil, premier réflexe, vous allez voir un peu sur le Docker Hub ce qui se propose, et coup de bol, OpenJDK propose des images officielles, donc on va les utiliser, ça serait bête de s'en priver. Je rentre pas dans les détails, je vous montre pas précisément ce que c'est, mais c'est ça. On va encore simplifier un petit peu là, on va laisser les gens d'OpenJDK gérer ça. Okay. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon image Docker, ok, tu vas te baser sur une OpenJDK qui va tourner sur une Debian Slim, donc un truc minimaliste. Donc là, n'oubliez pas, on était à la racine de notre applicatif tout à l'heure. Là, c'est comme
comme ça que ça se passe. Maintenant qu'on est dans la partie serveur, en fait, ici, on va dire, tu copies tout ce qu'il y a là-dedans et tu mets dans le workdir serveur et ensuite tu vas l'exécuter. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal. Je pense que Jérémy, tu peux reprendre la main pour la suite. On y va. Allez, go. Pour la partie front. Ok. Donc moi, je vais faire la même chose, mais pour la partie client. Hop, je vais fermer. Allez, hop, on y va. Alors, la partie client, c'est un peu différent parce qu'on a deux phases. On a une phase où on build, donc on a besoin de Node, on a besoin de NPM, puis après on a besoin d'Nginx pour servir tout le bordel. Donc soit je pourrais partir d'une image Node et installer Nginx et m'en servir comme ça, ou je pourrais partir d'une image Nginx, installer Node, builder mon truc et les servir. Mais en fait, je crois il y a 2 ans, Docker, ils ont ajouté un truc qui s'appelle le multi-stage build, qui vous permet de découper votre Dockerfile à l'intérieur de votre Dockerfile. Donc là, ce qui va nous permettre de découper notre process notre recette en deux parties. Donc vous aurez la partie de build et après la partie de run. Donc là, par exemple, je vais dire, je prends Node au démarrage, parce qu'au final, on n'a pas besoin de Node en prod, on a besoin juste de Nginx qui va se servir des statiques. Voilà. Donc je vais partir sur une 12 en Alpine, parce que c'est léger. Et là, c'est là où la magie se joue, c'est que je vais définir mon stage comme étant le stage de build. Donc je vais plus avoir besoin de tout ce bordel-là. Hop, jusqu'ici. Et voilà. Donc ça, pareil, j'en ai plus besoin. Et ça s'arrête là. Donc là, à cette étape-là, j'ai déjà buildé tout mon front. Et ce sera dans un répertoire build. Et à partir de là, hop, je déclare que je pars d'une nouvelle image. Là, ce sera une Nginx. Je prends une 1.17 Alpine aussi. Et c'est là où ça va être marrant, c'est que je peux dire, ok, tu copies from le stage, donc là c'est builder, ce qu'il y a dans workdir, client, il faut que c'est build, et ça tu vas le mettre dans le répertoire que Nginx sert par défaut. Bon, je m'en souviens plus, donc j'ai le macro pour ça. Voilà, là bah, c'était list, c'était même pas build. Et voilà. Et donc la magie de l'image Nginx, c'est que par défaut ça va vous servir un répertoire qui est dans user share Nginx HTML. Ça sert sur le port 80 et c'est géré par l'équipe de Nginx. Vous n'avez pas besoin d'y toucher et c'est assez optimisé pour que vous puissiez servir un frontal propre. Donc là, c'est bien. On a une image qui est ultra slim parce que du coup, quand vous buildez votre image, vous avez tous ces layers là, mais vu que vous passez dans un autre stage, tous ces layers là ils vont être cachés, mais quand vous allez les passer en prod, vous n'allez pas avoir ces layers là à embarquer. Vous aurez juste l'image d'Nginx avec tous vos statiques. Et c'est tout. Vous n'aurez plus les sources que vous avez utilisées initialement pour builder vos statiques. Vous aurez juste les fichiers générés. Donc ça vous donne une image qui sera beaucoup plus petite. Et si par exemple vous utilisez d'autres applicatifs avec une image d'Nginx comme base, vous allez pouvoir mutualiser au moment du Docker pool de votre image l'utilisation des layers. Si jamais vous avez deux applications qui poolent Nginx et que vous avez déjà quelque chose en cache, bah, ça va être réutilisé. Voilà. Bon, ça c'est bien, mais pour le dev, on peut l'optimiser parce que si je modifie le index.html par exemple, ou je modifie du texte ici, bah, tout va être rebuildé. Je vais repasser par mon npm install et ça peut être très long. Donc ce qu'on peut faire, c'est optimiser tout ça en utilisant le système de cache. Donc comme je disais plus tôt, faut mettre ce qui change le moins souvent au début. Donc généralement dans le process de dev, la gestion de dépendance, l'ajout de nouvelles dépendances, c'est ce que vous faites le moins souvent. Donc dans un projet en Node, c'est géré par le package JSON et le package lock. Voilà. Donc je copie ces deux fichiers-là, je run mon npm install, ça va me récupérer tous les node modules, mettre ça dans le cache. Ensuite, je peux dire, je copie mes sources. Non, c'est pas run, c'est copie du coup. Je copie mes sources dans le
répertoire. Et après, vous faites le npm run build. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va, au moment du build de votre image, vous allez faire tourner ces 3 lignes-là. Et si vous, enfin, pas modifier vos packages JSON et package lock, et ben tout ça, ça va être géré dans le cache. Et si vous avez modifié vos sources, vous allez arriver directement ici. C'est clair. Donc là, vous avez un multistage qui est optimisé pour le dev et pour la prod, puisque au final, ici, vous avez toujours vos statiques qui sont dans un seul layer dans votre image. Voilà. Donc ça, on peut le faire aussi pour le serveur. Allez, go. Allez. Avec plaisir, bonne idée. Donc, comme disait Jérémy, le but c'est d'avoir 2 images distinctes, une pour le build et une pour le runtime. Principalement pour des questions peut-être aussi de taille, d'emplacement, de disque, de confidentialité. Ouais. Ici, souvent aussi, quand vous faites des projets en Node, parfois vous avez besoin de private registry. Donc vous avez besoin d'injecter des clés secrètes pour pouvoir pooler des node modules. Et ben, le fait d'avoir 2 stages différents, ça fait que vous pouvez utiliser vos secrets au début dans le premier stage et plus les avoir dans le second stage. Et donc du coup, vous n'avez pas leaké de secrets dans vos images de release. Merci, Jérémy. Donc l'idée c'est ça, c'est pareil. Donc pour Java, pour les javaïstes, on connaît bien comment ça se passe. Le JDK pour builder, on utilise le runtime le JRE pour exécuter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment 2 images distinctes. Donc il ne faut pas oublier de prendre nos assets de la précédente image de build et de la mettre dans notre image de prod. Donc à l'instar de ce qu'a fait Jérémy pour hop, ça m'aide de faire comme ça. À l'instar de ce qu'a fait la partie front, là moi je copie from builder, donc from mon stage builder, ce qui a été généré par Maven Maven, et je le mets dans, je peux mettre n'importe où, je peux mettre dans root, dans machin, dans ce que c'est, whatever. Mais en tout cas, je crée mon jar ici. Bon, passez-moi l'histoire des versionning. Là, c'est vrai que je mute la version du jar, mais on s'en fout, c'est juste pour le test. Ok. Donc là, ce qu'on va exécuter, c'est ce qu'on a copié précédemment de l'image de build. Là, on commence à être pas mal. Ok. Donc c'est pas mal, mais je vous propose encore d'améliorer un petit peu le layer caching, un peu comme l'a fait Jérémy tout à l'heure pour NPM. Donc là, il y a un gros pâté qui vient d'apparaître, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Workdir ne génère pas de layer, mais les autres commandes si. Donc, en général, tous les assets de Maven Wrapper, ainsi que le POM et la commande en elle-même, ça ne change pas trop. Donc, mettez-le en tête de votre Dockerfile. Là, il y a une petite astuce qui consiste en fait à utiliser le cache de Docker pour mettre nos dependencies. Ça évite qu'à chaque fois que vous faites un MVN package, de ramener vos dépendances à chaque fois, parce que ça peut être très très long. Donc là, l'idée, c'est que vous connaissez le plugin dependency, ça target go offline, vous lancez ça, il va regarder le POM, il va dire bon ok, je ramène tous les assets dont j'ai besoin, enfin tous les jars, et je le mets dans mon layer de cache. L'idée, c'est que lorsque vous faites une modification de code ou de ressources ou quoi que ce soit, vous n'ayez plus à vous taper le download de ces dépendances. Je suis développeur Java, donc je pense qu'on se comprend. Ok, donc là on est pas mal, mais il y a quelque chose qui est un peu limite, c'est qu'il faut savoir que dans une image Docker, de base vous êtes root. On va éviter d'utiliser des root pour exécuter du code, même manuel. Donc on va ajouter vraiment un petit truc tout simple, c'est d'ajouter un groupe à un utilisateur système, qui est évidemment pas root. D'accord. Donc je vais appeler producer. Ensuite on switch. On dit à Docker, tu switch en tant que producer et tu fais ton travail derrière. Parce que si vous montez un volume, par exemple, dans votre container en prod, vous montez n'importe quel répertoire et que vous tournez en route dans votre container, vous allez pouvoir écrire des choses en tant que route dans le répertoire que vous venez de monter. Ce que vous ne voulez pas forcément faire. Parce que ça permet de modifier, si jamais vous montez le répertoire slash dans votre container à un endroit, vous allez pouvoir modifier n'importe quoi
Ok. Donc là, l'idée, voilà, j'ai lancé le build de l'image qu'on a revu ensemble. Donc je vous ai bien pigé. Un stage pour le build, donc, qui contient les sources et toutes les dépendances dont on n'a pas spécialement besoin en runtime. Et un stage pour la partie runtime qui dit je lance ton appli en tant que prod user et c'est tout. Ok. Donc là, ça va être ramené une fois. On vous montrera tout à l'heure, mais lorsque je vais relancer le build de cette commande-là, en supposant que je modifie des fichiers Kotlin, on se tape à plus ça grâce à la dépendance, à la déclaration dependency de go offline. Je te Ok, rends la main. donc là c'est bien. On a 3 images différentes. On a une image pour le client, une image pour le serveur et une image pour Mongo. Avant, on en avait une. Pour l'orchestrer, c'était facile, on l'a démarré et ça tournait, quoi. Maintenant, comment on fait pour démarrer les 3 et que ça marche bien ensemble? Et ben, pour ça, on va mettre en place un compose file, donc, qui vous permet de démarrer plusieurs applications et pouvoir continuer à travailler comme ça. Alors, le compose file, on l'a déjà créé. Ici, avec 3 services. Donc on a le service client, on a le service serveur. Donc le client, c'est notre Nginx qui sert nos fichiers statiques. Le serveur, c'est notre application Java. Et le Mongo, bah, c'est juste notre serveur Mongo. Donc ça, c'est bien. Mais pour le moment, ils ne parlent pas entre eux. Il n'y a pas de point d'entrée qui vous permet de redispatcher vos requêtes vers le bon serveur. Donc pour faire ça, on va mettre un reverse proxy en front. Donc on va déjà le déclarer. On va dire OK, j'ai mon proxy. On va dire il va builder depuis le répertoire proxy. Donc ça vous permettra de faire un Docker Compose build de votre service proxy. On va donner comme nom d'image Docker Best Practice Proxy Light Test. Ça c'est bien. Voilà. Et on va commencer à le faire. Donc j'ai déjà un répertoire ici. Donc vous vous rappelez, au début, dans notre premier gros Dockerfile, on avait déjà un fichier, un Nginx avec une config, donc je l'ai gardé. Donc on va créer un nouveau Dockerfile pour notre reverse proxy. Donc vu qu'on utilise déjà un Nginx, je vais réutiliser un Nginx pour faire notre reverse proxy parce que ça permet de mutualiser les layers. Tac. Et je vais copier la conf de Nginx au bon endroit. Comme ça. Donc automatiquement, ça va copier notre Nginx conf dans le default conf et ça va permettre d'utiliser ça comme configuration pour Nginx. Donc ce qu'on veut, c'est que toutes les requêtes qui commencent par /API soient envoyées vers notre serveur et tout le reste vers le client. Donc ça c'est simple avec Nginx, on met dans l'ordre. Ce qui est le plus restrictif, c'est API qui sera envoyé vers le serveur et ce qui est en slash vers le client. Voilà. Alors ici, c'est pas. Il faut qu'on arrive à rediriger les requêtes au bon endroit. Alors, à l'intérieur de l'engine Docker, il y a un système de résolution de DNS. Donc, ce qui va nous permettre ici, vu qu'on a un service qui s'appelle client et un service serveur, de les utiliser comme hostname ici, juste pour renvoyer les requêtes. Donc là, on a juste à écrire serveur et automatiquement, ça va être renvoyé vers le serveur. Et ici, automatiquement, vers le client. Bon, ça écoute sur le port 80 Nginx par défaut. Et voilà. Donc juste avec ça, vous avez votre reverse proxy. Plus besoin. Et ce sera tout. Et voilà. Donc ça c'est bien. Ça c'est fini. On peut dire OK, Docker Compose, build, notre proxy. Voilà. Donc c'était rapide parce que ça a juste copié un fichier en tant que layer et on a l'image qui est déjà créée. Voilà. Donc maintenant on a ça. Il faut qu'on dise que notre proxy, on l'exporte, on expose un port sur le port 80. On va donc exposer le port 80 sur port 80 de ce container. Maintenant, il faut permettre aux différents services de communiquer entre eux, parce que là, ils sont silotés, ils n'ont aucun lien en commun au niveau réseau. Donc, il y a un mécanisme de network dans les compose files. Donc là, j'ai créé deux networks, un network front-end et un network back-end. Donc le front-end, ça va être tout ce qui est accessible depuis le Nginx, le reverse proxy. Et le back-end, c'est tout ce qui est un peu tricky, que vous ne voulez pas que le Nginx puisse discuter avec. Non, c'est pas proxy. Pardon. Déclarer que, par exemple, mon proxy il va avoir juste accès à mon front-end, le client aussi, et le serveur, il va avoir
accès au front-end, mais aussi au back-end pour pouvoir communiquer avec la base de données. Donc la base de données, elle sera juste dans le réseau back-end. Donc ça vous permet dans deux réseaux différents, la base de données avec le serveur et le reverse proxy, le client et le serveur dans le même réseau. Juste pour pouvoir siloter les... Voilà, là on a tout pour que notre application, comme on l'avait avant, puisse démarrer. On fait... Hop, donc là, ça va créer tout notre système. Il y a déjà un truc qui a pété. Ok, iPad. Des problèmes de connexion. C'est le Nginx. Et voilà. Donc, on peut laisser. Donc on va éteindre ça. On rebuild notre truc. Et là, on voit qu'il y avait une stack trace à cet endroit-là que le serveur il essaye de contacter localhost. Bon, ça sent le problème sur le serveur. Ici, on a déclaré que notre base de données elle est sur localhost, mais en fait elle est sur Mongo parce que le nom de notre service c'est Mongo. Donc on relance donc on va relancer le build de notre serveur. Donc là par exemple on peut dire ok, le build ça va se faire dans le serveur. On fait docker compose build serveur et là magique, vu qu'on avait optimisé notre système de cache, vous avez vu qu'il n'a pas eu besoin de retélécharger la terre entière. Ça s'est fait super vite, même trop vite. Un peu vite, oui. T'as lancé Run? Je sais pourquoi. C'est rapide quand même. C'est trop rapide. Donc là, on recommence, on redémarre notre 1, 2. Et voilà, donc là, il y a tout qui a démarré proprement. Donc on peut retourner. Vous m'entendez bien? Oui. Allô? Notre application qui notre serveur, notre reverse proxy et notre base de données, tout ça combiné, et on a le même rendu qu'initialement. Plus ou moins zoomé. Donc ça, c'est la stack compose que tu allumes. Voilà, c'est la stack qu'on vient d'allumer. Donc, on y retourne. Donc on est passé de ça, d'une image qui faisait 1 giga 7 et qui mettait 8 minutes à builder, à une application composée de 4 petites images. L'ensemble des images fait 700 mégas. On peut mutualiser par exemple le Nginx et l'application en React. On peut mutualiser des layers, donc c'est beaucoup moins que ça. Et le temps de build, ça fait moitié moins de temps de build. Donc si vous mettez ça sur un CI comme GitHub Actions ou Travis, ça va vous coûter beaucoup moins cher. En plus de ça, on a ajouté un niveau de sécurité parce que avant, une fois que vous rentriez dans votre container, vous aviez accès à tout. Vous pouviez accéder à votre base de données Mongo, à votre application. Maintenant, une fois que vous êtes rentré dans votre Nginx, vous pouvez toujours rien faire. Vous êtes obligé d'attaquer encore le Spring Boot et après d'attaquer le serveur. Voilà. Alors de ça, qu'est-ce qu'il faut en sortir? Ce qu'il faut en sortir, c'est qu'il y a quelques précaux, et ça, c'est pas nous qui les avons inventés. C'est un peu le principe des conteneurs, et ce que vous retrouvez un petit peu dans la documentation. Allô, allô, c'est bon. Il y a une règle à respecter, c'est vraiment un process par conteneur. Voilà. L'idée, c'est, de toute façon, ça a hérité de tout ce qui est Linux et système D. J'allais troller tout ce qui est Linux et compagnie, mais ne serait-ce que pour des problèmes de compromission ou de performance, on utilise un processus par conteneur. Utilisez les images officielles tant que c'est possible. N'oubliez pas, hein, from quelque chose, votre réflexe, c'est d'aller voir sur le hub, allez voir s'il y a déjà des choses, aspirez-vous de ce qui est fait. Il y a des gens qui se cassent la tête pour faire des images optimisées, utilisez-les, ce sera mieux que vous de les maintenir. Exactement. Besoin trop d'épiloguer là-dessus, c'est un peu comme vos applicatifs. Évitez d'utiliser latest parce que bon, au prochain démarrage, au prochain build de votre image, c'est peut-être potentiellement pas ce que vous récupérez, ça risque de casser. Donc pas de latest, pas de 2 points latest.
le multi-stage build. Donc, pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas tout nouveau, mais les gens ont tendance un petit peu à l'oublier. C'est quand même intéressant. Vous pouvez avoir autant de multi-stage build que vous voulez, à mon avis. Vous pouvez en avoir pour le build, pour les tests, les intégrations, la production, peu importe. Mais vous avez vu ce qu'on a fait, c'est que là, les performances sont aussi dues grâce à ça. Vous allez déployer sur votre infra des images qui contiennent que le runtime et rien d'autre. Donc gain réseau, gain d'espace disque. Nettoyez les layers tant que possible. Le storage, ça coûte cher. N'hésitez pas à essayer de trouver des aussi dans les images officielles. Bon, dernier point, évitez de builder en route, hein, si vous pouvez. On ne sait pas si vous pouvez, c'est une obligation. Pas de route. Bon, si vous voulez des ressources, on a nos collègues qui ont déjà fait des articles de blog sur les bonnes pratiques sur les Dockerfiles. Il y a eu une conf en 2019 par un de nos collègues à DockerCon. Voilà, elle est accessible sur le site de Docker. Et vu qu'il nous reste un peu de temps, comment, maintenant que vous avez votre Dockerfile, comment vous le déployez en prod? Parce qu'avant, vous aviez juste une image à démarrer, et maintenant, comment je fais? J'ai un compose file. Et ben vous pouvez faire un tour près de Docker App. En gros, les Docker Apps, c'est un système pour bundler l'ensemble de tout votre Dockerfile, votre compose file, pardon, dans une image. Donc vous aurez une image pour votre app globale qui connaîtra quelles sont les dépendances. Par exemple, dans mon image que je vais créer, donc par exemple beer.app, il va connaître quelle version de mon serveur j'ai besoin, quelle version de mon client j'ai besoin, quelle version de mon reverse proxy j'ai besoin et quelle version de mon Mongo j'ai besoin. Vous allez pouvoir démarrer cette version de l'app. Elle va automatiquement aller chercher tous les services dont l'app dépend et les démarrer. Donc ça, c'est pour vous permettre de déployer votre application complète, par exemple sur un cluster Cube ou sur un cluster Swarm. Vous aurez juste à déployer une seule image et automatiquement, ça va tout déployer derrière. Voilà. Et aussi, si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez optimiser vos process de build, il y a un autre outil fait par Docker qui s'appelle BuildX qui vous permet de faire du build optimisé. Si par exemple vous buildez des images pour plusieurs plateformes, je sais pas, ça se fait de plus en plus de builder pour AMD64 et pour ARM, et ben ça vous allez pouvoir démarrer du build en parallèle sur plusieurs targets d'architecture et ça va automatiquement vous gérer la création du manifeste à la fin et l'upload sur le hub. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est quand vous voulez. Merci à vous. On est là. On est bien large. 10 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, sinon, café. Sinon, café. On l'a enlevé après. Ouais. Désolé, j'ai coupé l'arbre de pied. Ouais, après, Après, faites ce que vous voulez. Hein. ouais. Dans les images, vous avez un système qui vous permet d'ajouter des tags. Et en ce moment, il y a une grosse mouvance qui vous pousse à ajouter énormément de tags dans vos images, ce qui va vous permettre après, au niveau de la registry, d'avoir plein d'informations sur quelle version de l'application vous utilisez, qui est le mainteneur, qui a commit le dernier, ou tout ce que vous voulez ajouter dans votre image. En fait. Tout un tas de métadatas qui sont très importantes au moment de l'orchestration de votre application. Voilà. N'ayez pas peur. Hein. Bon, vous pouvez venir nous voir. On est à Docker Paris, c'est à Paris-Saint-Lazare. Donc si vous êtes dans le coin, bah, vous serez le bienvenu pour boire un café avec nous. Voilà. À bientôt.